cet exemple-là, alors, par quoi va-t-on commencer pour cet exemple-là? On commence par quoi? Nous avons dit qu'on doit définir. Tout d'abord, pour reconstruire un plan partiellement ordonné, on doit donner quoi? Alors, comment construire ce plan? Par quoi commencer? Pour l'exemple, comme pour l'exemple du monde des cubes. Alors, on commence par quoi? Par la fin. Donc, on va définir l'état, c'est-à-dire avant la fin, on va définir les états, l'état initial et l'état final. C'est ça. Nous avons dit qu'on doit définir l'état initial, l'état final, et donc ça c'est finish, et ça c'est start. Voilà. Et pour l'état final, nous avons dit que on doit mettre les préconditions de l'état final ici. Alors les préconditions de l'état final, c'est quoi? Voilà, donc c'est ça. Donc c'est ça. Les préconditions, c'est ça. Donc je vais abréger. Donc swimmable, donc c'est SW, comme ça. Playable, c'est PL, comme ça, PL. Et walkable, WA. Voilà, WA. Et les effets de l'état initial sont non, d'après ce qui est dit dans l'énoncé, c'est non tilde, non tilde, et width. Voilà, width de L. Voilà. Alors, maintenant. S'il vous plaît, madame, les étudiants attendent que vous les acceptiez. Ah, il y a des étudiants, je n'ai pas conservé. Attendez. Accepter. Tout accepter. Voilà. Alors, on revient. Alors, nous avons dit qu'on... Voilà. Donc, on va chercher à satisfaire maintenant les préconditions qui deviennent des sous-buts de l'état final. Donc, on commence par quoi? Par exemple, swimmable. Quelle est l'action qui a comme effet swimmable? Quelle est l'action qui a comme effet swimmable? Dig pull. Donc, on va mettre dig pull. Donc, comme ça. Dig. On va écrire comme ça. D, P pour dire dig pull. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a comme effet l'action dig pull? Elle a swimmable et elle a aussi non, on va l'écrire, non walkable. Non walkable, c'est W. Voilà. Ensuite, le deuxième, sous-but, playable par exemple. Voilà, l'ASOD. Donc, ça va être l'ASOD. Comme ça, l'ASOD. Voilà. Et ça a comme effet playable. Walkable. C'est là, ce sous-but. Voilà, donc on va le mettre ici. Lay, walkway. Et ça donne walkable. Voilà. On revient à notre dig pull. Alors, quelles sont les préconditions de chacune? Hein? Dig pull. C'est tilt. Voilà. Donc, ça va être T-I-L. Tilt. Les sols. Quelles sont les préconditions? Les sols. Alors, non width. Donc, on va écrire non W. E. Width pour W. -E. Voilà. Et les walkway,
Les walkways. C'est quoi comme précondition? Non-width. Voilà. Non-width. Non-width. On revient à Dickpool. La précondition, c'est tilde. Alors, quelle est l'action qui nous donne tilde? C'est-à-dire retourner la Terre. Quelle est l'action qui nous donne retourner alors, je l'ai dit. C'est celle-là. Alors, c'est celle-là qui nous donne tilde. Alors, c'est rototilde. Rototilde. Donc, on va écrire RT, comme ça. RT. Rototilde, c'est non-tilde. C'est ça? Précondition. C'est celle-là. Rototilde, c'est non-tilde. Donc, on va écrire non. Non-tilde. Maintenant, non-tilde, celui-là. Il est satisfait par quoi? Voilà, l'état initial, on va faire comme ça directement. Maintenant, on revient à lay sot. Quelle est l'action qui nous donne non-width? Non-width, c'est spray. Voilà, c'est celle-là. Non-width, c'est spray. Donc, on va mettre spray. Voilà, oui, l'action spray, comme ça. Donc, SP, qui nous donne non-width. Et spray, elle a deux préconditions, tilde et width. Voilà. Et width, alors, tilde, cette précondition. Comment va-t-on la satisfaire? Est-ce qu'on va aller directement rechercher une action et l'ajouter? C'est-à-dire dans l'algorithme. Hein? On cherche avant, est-ce qu'il y a une action qui a comme effet tilde? Et quelle est l'action qui a comme effet tilde? Voilà, celle-là. RT. RT, c'est rototilde, tilde. Voilà, tilde. Donc, je peux exploiter ceci pour ajouter un lien causal pour satisfaire tilde. C'est-à-dire RT, elle va me satisfaire d'un côté le Dickpool et le spray. Parce que c'est toujours le même résultat, c'est tilde, le même effet. Wall cable, non, ça c'est pas wall cable pour spray. C'est spray. C'est 8, pardon. J'ai écrit 8. Ah, voilà, c'est pas A, c'est 2 W. Alors 8, c'est pour ceci. 8, c'est à partir de quel état? Voilà, l'état initial. Maintenant, il nous manque les walkways. Les walkways. Quelle est la précondition? C'est non-width. Alors, on cherche une action qui nous donne non-width. C'est laquelle? C'est spray. Donc, on peut faire ceci. Voilà. Maintenant, on va regarder. Bien sûr, l'algorithme, il faudrait à chaque fois ajouter, il faudrait rechercher les menaces. Hein. Mais maintenant, on va regarder, est-ce qu'il y a des menaces? Et à quel niveau? On va mettre une autre couleur. S'il y a une menace, on va choisir une autre couleur pour l'ajouter. Alors, est-ce qu'il y a une menace?
Bien sûr, une menace, ça veut dire qu'une action nous donne un effet qui va créer une menace pour une autre action, qui va, c'est-à-dire l'inhiber en quelque sorte. On ne pourra pas l'exécuter. Alors, laquelle? Regardez ici. Regardez cette action et cette action. Bien sûr, si le problème est très important, il faudrait exécuter l'algorithme, le dérouler, hein, c'est-à-dire étape par étape. Mais ici, puisque l'exemple est simple, on peut regarder, par exemple, celle-là, dig pool et lay walkway. Oui, voilà. Donc ici, nous avons wall cable et ici, comme effet, et ici, non wall cable. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas avoir ce problème? Parce que sinon, si on est, le problème va se poser si on va exécuter, par exemple, celle-là avant celle-là. On aura wall cable. Alors, quand est-ce que le problème va se poser? Quand on exécute celle-là avant celle-là ou bien celle-là avant celle-là? Voilà. C'est comme ça qu'on va poser la question. Alors, non, on exécute une action, Donc, ça c'est lay walkway. Ça nous donne wall cable. Et dig pool, ça nous donne non wall cable. Alors, quand on exécute laquelle en premier, qui va poser problème? Lay walkway. Donc, ça va nous donner wall cable. Ensuite, et dig pool, qui va nous donner non wall cable. Et donc, finalement, l'état final ne sera pas satisfait parce que ça va nous donner non wall cable, celui-là. Voilà. Donc, comment va-t-on créer le lien d'ordre maintenant? Voilà, donc on va faire comme ça. Attendez, pardon. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le lien d'ordre. Voilà. C'est clair pour la planification, partiellement ordonnée, hein, spécialement. On n'a pas fait toute la planification, mais juste la planification partiellement ordonnée. Hein. Alors, est-ce que c'est clair? Oui. Pourquoi ce n'est pas le cas avec tilde, non tilde? À quel niveau? Tu es entre quelle action et quelle action? Spray, celle-là, spray, et rototile. Où est le problème ici? Ça, c'est tilde. Ça, c'est tilde. Ah, c'est pas le même. Il n'y a pas de problème, je pense. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est tilde. Voilà. Et ça, ici, c'est non-width. Non-width. Donc, il n'y a pas de... voilà. Donc, il faudrait rechercher les conflits, les menaces et après ajouter les liens d'ordre. Voilà. Il y a un autre exemple. Alors, bon, ça, c'est la solution de l'exercice. Il y a un autre exemple, c'est celui-là. Donc, ici, nous avons soit l'exemple de livraison de colis. Donc, nous avons des colis et nous avons un robot qui va livrer des colis. Alors, l'état initial dans cet exemple-là, c'est... bon, je vais revenir vers la couleur rouge parce que... Voilà. Nous avons notre robot ici. Nous avons des colis. Bien sûr, ici, nous avons des colis, le colis rouge, le colis vert et le colis bleu. Et l'état initial, c'est celui-là. Donc, le colis rouge, il est dans le room 1, room 2, etc. Donc, ça, c'est l'état initial. L'état final, l'état but. Il faudrait avoir le colis rouge au niveau de le vert au niveau de
salle, ou bien room 2, le colis rouge 4 et le colis bleu 4 aussi. Bien sûr, ici, on n'a pas schématisé le robot, peu importe le robot où il sera. C'est ça, c'est-à-dire le fait de ne pas schématiser, ça veut dire peu importe où le robot sera placé. Mais l'essentiel, c'est que les colis soient comme ça. C'est clair pour ça? Alors, quel est l'état initial? Bien sûr, ici, nous avons des actions. Nous avons des actions. Take X, c'est prendre un colis X. X peut prendre pardon, un instant. Hein. Pardon. Je reviens. Alors, ici, nous avons un état initial et nous avons un état final et nous avons des actions. Alors, l'action take, c'est de prendre le colis. Bien sûr, X. X peut prendre C1, colis rouge, C2, colis vert, C3, colis bleu. Put X, c'est poser le colis. Et go to RX, RY veut dire se déplacer de la salle RX, room X, vers la salle RY. Alors ici, la question, c'est d'écrire l'état initial, l'état final du problème et trouver une solution partiellement ordonnée permettant de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de l'état initial vers l'état final. Alors ici, la même chose. C'est-à-dire s'il y a... Bon, j'ai la même chose. Donc ça va être... Voilà, un état final ici. Voilà, état final. Donc finish. État initial. Start. Ensuite, alors vous me dites, l'état initial, l'état final. Voilà. Alors, l'état initial, vous suivez? Oui, alors, l'état initial. Donc, par exemple, l'état initial, un colis qui est dans une chambre, on va dire in, par exemple. In, c'est-à-dire notre colis, room, le numéro de la... Donc, on va ajouter des prédicats, puisque ici, dans l'énoncé, on n'a donné que les actions. Donc, c'est à nous de chercher les prédicats. Alors, par exemple, être dans la chambre, on va, par exemple, ajouter le prédicat in. In, donc si on va dire in, par exemple, x, x, rx, par exemple, ou y, peu importe, deux variables, in, comme ça. Cela veut dire que nous avons notre colis dans une chambre donnée, dans une chambre donnée. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le robot. L'état du robot, parce que le robot doit se déplacer pour aller vers une chambre, par la suite prendre, donc le robot doit faire go to, c'est-à-dire il doit se déplacer, après il doit prendre le colis, après il doit déposer le colis dans la chambre. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir comme prédicat? Qu'est-ce qu'on doit définir comme prédicat? Alors, qu'est-ce qu'on peut définir comme prédicat? Nous avons dit prédicat in, ça veut dire que notre colis, il est
Alors, on peut définir aussi at pour dire que le robot est dans une chambre. At, robot dans une chambre. Alors, at, robot, par exemple, robot, après, dans une chambre. Voilà, donc on peut dire robot. Donc le robot, on va lui donner le nom R. Donc at, donc premièrement, at, robot, ici, robot R3, c'est ça? Non, R5. R5. Ça, c'est at, robot, R5. Ensuite, in, C1, non, alors, ici, on va les noter C1, C2, C3. Voilà, donc ça va, on va les donner, donc ça va être C1, C1 pour rouge, hein, C2 pour verte et C3 pour bleu. C3 pour bleu. Et on va mettre in C1, R1, R1, voilà. Aussi, in C2, R2, C2, non, C2, R3, C2, R3, et aussi un autre prédicat, in C3, R4, in C3, R4. Voilà. Ensuite, l'état final. Donc, ici, donc on va faire le robot, peu importe. Le robot, peu importe. Donc, on n'aura que in, alors là, in C2, la verte c'est C2, in C2, R2, voilà. La même chose, R2, in R2 ici. La même chose, donc je vais écrire seulement I, in C2 R2, C1 dans R4, donc C1, je vais écrire directement 1 dans R4, et in C3 dans R4 aussi. Voilà. Bien sûr, quand on déroule, si on aura besoin de définir d'autres prédicats, on définit, on est libre, hein, c'est-à-dire pour résoudre le problème. Hein. Alors, maintenant. Alors, in C3, R3. Celle-là. In C3, R3. C'est l'état initial. Donc, on va faire comme ça pour in C3, R3. Maintenant, in C2, R2. Celui-là. C2, R2. On va mettre celui-là ici pour ne pas avoir d'interférence. Parce que vous faites votre plan et après vous le faites au propre. C'est possible que vous aurez des interactions entre. Donc on va le mettre ici. Voilà. Et on va effacer celui-là d'ici. Je ne sais pas si je vais l'effacer. Voilà. Voilà. Alors, c'est pour ne pas avoir des flèches qui vont se... trop d'intersections. Voilà. Alors, in C2, R2. On ne va pas compléter tout le plan, mais c'est juste pour vous dire à peu près comment on va aller. Alors, in C2, R2, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est put. Put.
put, donc ça va être P. Pour l'action put, ça va être P. Put. Alors ici, c'est put C2. Voilà. Non, pour put, il n'y a pas la définition de la chambre hein, ou de la salle. C'est juste put l'objet. Ça veut dire que le robot, il va se déplacer dans la chambre. Et une fois qu'il est dans la chambre, il va déposer. Donc ici, c'est put C2, ça va nous donner in C2. R2. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ceci? Put C2. Voilà. Et on va voir pour put C2. Go to. Alors, C2, c'est celui-là. C'est celui-là, C2. C'est la verte. Voilà. La verte, cela veut dire que, bon, si on regarde comme ça, parce qu'on n'est pas, si on regarde, on va la prendre de R2 et on va la mettre dans R3. C'est ça. Voilà. Alors, go to. C2, c'est celui-là, la verte. Go to R5, R2. R5, R2. Ensuite, et ça va nous donner in, la précondition, c'est-à-dire le robot, il est in R. Alors c'est R5, R2. OK. Ensuite, go to. Ici, c'est go to. C'est ça? C'est go to. Alors, go to. R6. R5. Go to R3, R6. Alors, c'est quoi cet enchaînement? Alors, at R5, at robot, R5, au début, l'état initial. On est ici. Ça veut dire qu'on va faire go to R3, sachant qu'il est dans R5. Alors, oh, OK, vas-y. And take R3. Oui. Take, c'est avant go to. Alors, take R3. Oui. Donc, take R3, c'est ça. Take R, non, c'est pas le take, take C2. Take C2. Ensuite, un go to. Donc, take. Alors, take. Bon, c'est avant ou après? Avant le take, il y a un go. Un go, c'est ça. Alors, c'est un go de quoi à quoi?
go de R6 vers R3. Voilà. Avant, go to de R5, donc je vais mettre G seulement, R5, R6. Ensuite, alors l'état initial. Alors, c'est quoi cet enchaînement? Alors, nous avons at R, le robot, il est dans R5. Ensuite, go to, c'est ça, go to. R5, R6, comme ça. C'est ça? Il va aller vers R6. Ensuite, après le R6, il va aller où? De R6 vers R3. Donc, un autre go-to. Ensuite, le take de C2, après, c'est l'action take C2. Ensuite, go to R3, R6, R6, R5, R5, R2, put. Voilà. Donc, il faudrait, donc on ne va pas écrire tout ça parce que c'est un peu long, ce plan-là. Vous le faites vous-même et vous me l'envoyez comme devoir. Ça va être un exercice pour vous, plus long que l'exercice parce que Dick Pool, il était plus simple. Celui-là, il y a plus d'étapes. Il est simple, mais il y a plus d'étapes à faire. Donc, vous le faites et vous me l'envoyez comme devoir. C'est clair? On fera la solution à la prochaine séance. Je vous donne la solution directement. On ne va pas s'étaler encore plus dans la planification. Mais vous avez compris, c'est-à-dire ce principe de planification partielle. C'est-à-dire vous faites vos actions, etc. Après, vérifiez s'il y a des problèmes de conflit et vous ajoutez les liens d'ordre. C'est clair? Donc ça, c'est un devoir que vous devez faire. Vous le faites et vous me l'envoyez après. Je vous donne directement la solution. Et on va commencer aujourd'hui, parce qu'on doit avancer, conserver, on va commencer les agents mobiles. Voilà. Alors, pour les agents mobiles, c'est un cas particulier d'agents. Donc, nous avons vu les différents types d'agents. Et nous avons aussi vu les catégories d'agents. Nous avons dit que nous avons les agents réactifs, les cognitifs. Après, dans les cognitifs, on a plusieurs types. Dans les cognitifs, on peut avoir à état, à but, à utilité et apprenant aussi. Et nous avons dit que l'apprenant, c'est tous les états, tous les différents types d'agents qu'on peut rendre apprenants. Voilà. Et parmi les agents cognitifs, nous avons vu un exemple d'agent cognitif, c'est les agents planificateurs. Nous avons dit un agent planificateur, c'est un agent qui voit tout l'environnement, etc. Donc, c'est l'une des caractéristiques d'un agent cognitif, c'est qu'il voit tout l'environnement devant lui. Ce n'est pas un agent réactif, c'est un agent qui voit tout l'environnement, après il fait son plan avant de l'exécuter. Il construit son plan. Une fois le plan construit, il l'exécute. Il passe à l'étape exécution du plan. Et ainsi de suite pour chaque étape. Maintenant, il y a un autre type d'agent, c'est les agents mobiles. Alors, pour les agents mobiles, c'est n'importe quel agent, c'est-à-dire n'importe quel type d'agent, il peut être aussi, c'est l'une des caractéristiques des agents. C'est-à-dire, en plus d'être, par exemple, ça peut être un agent simple réflexe, et il est aussi mobile. Ça peut être un agent à utilité et mobile. La même chose, un agent apprenant et mobile. Donc, la mobilité, c'est l'une des caractéristiques qui vient en plus dans les agents pour dire qu'il est mobile, oui ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'il est statique, il est dans un serveur et il s'exécute, ou bien il peut se déplacer entre serveurs et s'exécuter. Voilà, s'exécuter. Donc, soit s'exécuter et revenir vers l'état, c'est-à-dire le serveur client ou hôte, le serveur hôte, ou bien ne pas revenir, c'est-à-dire on envoie notre agent vers un autre serveur, il fait un traitement,
on l'envoie avec des données ou pas de données, il fait un traitement, il ramène des données ou ne ramène pas, et soit il revient, soit il ne revient pas. Donc, l'essentiel, la caractéristique des agents mobiles, c'est qu'ils ont cette capacité de se déplacer entre serveurs. Alors, si on va définir cet agent, c'est quoi? C'est un agent qui a deux parties. Qui a deux parties. La partie code ou programme et la partie contexte, les données. C'est-à-dire, nous avons, si on va prendre ceci comme étant un agent mobile, donc il a son code, c'est-à-dire le programme qu'il va exécuter quand il va se déplacer vers un autre serveur. Et après, il a les données, le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est des données. Donc, ça peut être des données concernant l'application, c'est des données concernant l'état d'exécution, c'est des données concernant l'itinéraire, c'est-à-dire le chemin par lequel il va passer. Bien sûr, ici, pour le chemin, ça peut être un chemin défini à l'avance, comme ça peut être un chemin c'est-à-dire on l'envoie vers un sous-réseau, etc. Il va faire une recherche, par exemple, et il revient. Donc, on lui donne seulement c'est-à-dire le début du chemin. Et après, il va se déplacer entre serveurs pour faire un traitement et revenir, ou ne pas revenir. Voilà. Donc, l'agent mobile, c'est un programme finalement qui peut se déplacer, le programme lui-même peut se déplacer d'un serveur à un autre avec les données encastrées dans le contexte de l'agent. Voilà. Donc, il se déplace avec les données pour faire certains traitements. Par exemple, supposons qu'on envoie un agent vers des serveurs pour rechercher une information et après revenir avec l'information. Alors, d'après vous, pourquoi on pense, c'est-à-dire on opte pour cette solution? C'est-à-dire si on opte pour développer un programme qui va faire une recherche dans un serveur, on envoie tout le programme, il va faire la recherche et après il revient avec les données. Pourquoi ne pas faire une requête d'accès au serveur, garder la connexion? Bien sûr, si on accède à un serveur, ça veut dire qu'on garde la connexion, on lit, on fait notre traitement, après il y aura arrêt d'exécution, bien sûr. Il n'y a pas de déplacement de l'agent. Alors, pourquoi on opte pour le déplacement de l'agent? Alors, pour le déplacement, c'est parce qu'on a trouvé certains avantages qui sont réalisés à travers cette caractéristique de mobilité. Alors, ici, pour la mobilité, voilà. Donc, bien sûr, la migration, quand on dit mobilité, ça veut dire on parle de migration aussi. Alors, la migration, elle peut être ciblée ou libre, comme je viens de vous dire. C'est-à-dire on cible les serveurs et tout l'itinéraire, le chemin, vers lequel, à travers lequel l'agent mobile va se déplacer. Donc, supposons que ici, nous avons notre agent mobile. Voilà. On l'envoie par exemple d'un client, donc on va l'envoyer ici. Bien sûr, l'agent avec son code et ses données, on va l'envoyer vers un serveur 1. Après, il va se déplacer vers un serveur 2. Après, il va aller vers le serveur 3, il va revenir. Alors, ce chemin, cet itinéraire, soit il est défini à l'avance, c'est-à-dire quand on l'envoie à notre agent, on l'envoie et on va lui dire que voilà, dans c'est-à-dire les données du contexte, on va lui spécifier qu'il va aller vers serveur 1, ensuite serveur 2, ensuite serveur 3. Comme on peut ne pas lui donner d'itinéraire, mais on l'envoie au premier serveur. Quand il fait le traitement, il va décider quel est le serveur vers lequel il va se déplacer. Il va faire une décision, il va faire un test, etc., pour choisir quel est le serveur vers lequel il va se déplacer. Soit il va se déplacer ici, soit déplacer ici, soit... Tout dépend du problème qu'on est en train de résoudre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir une migration ciblée. Quand on dit ciblée, ça veut dire que tout l'itinéraire, il est défini à l'avance, c'est-à-dire par quel serveur il va passer pour faire certains traitements et revenir, ou bien elle est libre, c'est-à-dire qu'il va aller vers le serveur 1 et après, il va faire son traitement et il va décider vers quel autre serveur il va se déplacer. Donc, deux types
de migration ou de mobilité de l'agent. Alors, pourquoi on le fait? Donc, nous avons l'architecture client-serveur qui est connue. Alors, l'architecture client-serveur, au début, c'est ça, c'est une connexion entre un client, un poste client et un poste serveur, à travers des connexions qu'on appelle les connexions RPC, pour Remote Procedure Call. C'est une connexion entre deux, dans le réseau, dans un réseau. Donc, nous avons le client, il va demander quelque chose, il va lire quelque chose, il accepte, il le ramène, le client directement. C'est une lecture ici, hein. C'est un traitement lecture directement sur le serveur. Bien sûr, on garde cette connexion. La connexion, elle est gardée. Alors que quand on fait la solution agent mobile, qu'est-ce qu'on fait? À partir du client, bien sûr, on envoie notre agent vers le serveur. Ici, on est au niveau serveur maintenant, ici. Il est dans le serveur, il accède en local, donc ça, c'est des accès en local au serveur. C'est-à-dire, il est dans le serveur, il accède en local aux données, il fait son traitement, etc. Et il revient. Alors, d'après vous, pourquoi on fait ceci? Pourquoi on ne fait pas ceci? C'est-à-dire, pourquoi cette solution, elle est intéressante? Il se déplace vers un serveur, c'est bon, il s'est déplacé, on n'a plus la connexion, on ne s'intéresse plus à cette connexion. Ce n'est pas qu'on n'a plus la connexion, mais ça ne nous... L'essentiel, c'est que notre agent, il est au niveau du serveur. C'est bon, il est au niveau du serveur, il fait son traitement local, et après, il revient quand la connexion elle est établie, par exemple. Alors, quel est l'avantage d'après vous? C'est-à-dire, dans quel cas ce processus-là est plus intéressant que celui-là? Vous voyez la différence? Vous la voyez? Alors, quand est-ce que c'est intéressant de travailler avec les agents mobiles, c'est-à-dire ce processus-là? C'est-à-dire envoyer un programme vers un autre serveur, il va faire son travail, donc on n'a pas besoin de garder la connexion une fois que notre agent est dans le serveur, au niveau du serveur. On n'a plus besoin de s'intéresser à la connexion si elle est établie ou pas établie entre les deux postes, entre les deux serveurs, voilà. L'un joue le rôle de client et l'autre joue le rôle de serveur. C'est quand, par exemple, on a un problème de connexion, c'est-à-dire souvent, supposons que ceci, c'est un serveur en Algérie. Et ceci, c'est un serveur, je ne sais pas, aux USA, en Amérique. Et il va accéder. Donc, c'est un serveur déjà distant, donc il faudra voir la connexion, etc. Alors, au lieu de travailler avec garder cette connexion établie entre réseaux, je parle du réseau, pas forcément réseau Internet, hein. Pas forcément le réseau Internet, n'importe quel réseau, mondial ou... hein, on peut avoir des réseaux, mais sans passer par le réseau Internet, hein, Internet. Donc, ici, on doit avoir la connexion établie pendant toute la durée du traitement entre le client et le serveur. Pendant toute la durée, on doit avoir cette connexion. Maintenant, s'il y a un problème de connexion, de déconnexion, c'est un problème. S'il y a un problème de déconnexion, c'est un problème pour le traitement lui-même. On aura problème. Alors, au lieu de faire ceci, on opte pour cette solution-là. La solution d'envoyer notre agent, notre programme, vers un serveur distant. Et ce serveur, généralement, il y a des déconnexions, il y a des problèmes de connexion, réseau. Alors, on opte pour ceci. Une fois notre agent dans le serveur, il fait son travail, normalement en local. Et une fois que la connexion est rétablie, dans le cas où il y a problème de connexion, hein, une fois que la connexion est rétablie, il revient avec les données, soit il revient avec
ces données, soit tout dépend de ce qu'il est en train de faire. Soit il est en train de faire une recherche d'informations, donc il revient avec les informations, soit il est en train de faire un traitement au niveau du serveur, il le fait et il revient. Voilà. Mais généralement, les agents mobiles, c'est pour leur utilité, c'est pour ramener quelque chose, c'est-à-dire faire quelque chose, faire un traitement et ramener une information en retour. C'est clair entre ces deux architectures, entre l'architecture classique des clients-serveurs et l'architecture agent mobile. Et quand on parle d'agent mobile, alors cette histoire d'agent mobile, ce n'est pas forcément, on l'appelle pas forcément agent mobile. Là, je vous ai dit, on peut trouver pas mal d'applications qui sont des agents mobiles, mais on ne dit pas que ce sont des agents mobiles. Parmi ceux-ci, par exemple, les programmes que ce soit les virus, que ce soit les programmes d'espionnage, etc. Tout ça, c'est des agents mobiles qu'on envoie vers des serveurs, ils lisent quelque chose, ils reviennent avec les données. Voilà. Donc, on ne dit pas que ce sont des agents mobiles, mais ce sont des agents mobiles. Leur caractéristique dit qu'ils sont des agents mobiles. Voilà. Donc, ici, ça, on doit garder durant tout le traitement la connexion dans le réseau. Alors que ici, non, pas forcément. L'essentiel, c'est que notre agent, on réussit à l'envoyer vers un serveur, il fait son traitement, une fois qu'il n'y aura pas de problème de retour, il revient et ramène les données. Alors, maintenant pour les motivations, c'est l'une des motivations que je viens de vous citer. L'une des motivations. C'est-à-dire les motivations veut dire pourquoi on fait recours aux agents mobiles. Pourquoi on pense à utiliser les agents mobiles au lieu de travailler avec une autre solution. Alors ici, le fait, c'est la réduction de l'utilisation de la bande passante. Au lieu de garder la connexion établie durant tout le temps du traitement de notre agent, de notre programme entre client-serveur. Donc, on va réduire automatiquement la bande passante on va envoyer l'agent vers le local, il va travailler en local, donc il n'y a plus de cette histoire d'occuper la bande passante dans le réseau. Une fois qu'il fait son traitement, il revient. Il y a une autre propriété, c'est qu'il continue l'exécution, même s'il déconnexion. C'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire, d'abord, il va aller vers le serveur, et même s'il déconnexion, il continue normalement son exécution en asynchrone et autonome. Aussi, réduction du temps d'exécution, parce que ça découle de ça. Le fait d'envoyer, ça veut dire que finalement, je réduis le temps. Ce n'est pas comme quand je garde la connexion tout le temps, donc c'est finalement tout le temps qui est perdu. Alors que si j'envoie, il fait son traitement en local c'est moins de temps, bien sûr, quand il travaille en local. Ce n'est pas quand il travaille à distance. Réduction de la durée de latence. La durée de latence, c'est le temps de réponse. C'est-à-dire quand j'envoie ma requête et j'attends une réponse, si je travaille avec les agents mobiles, il y a la possibilité de réduire le temps de réponse. Il y a une autre propriété qui est la répartition. On va expliquer tout ça. Il y a une autre propriété qui est la répartition de charges dans un réseau. C'est-à-dire que, supposons que nous avons un réseau constitué par exemple de 3 par exemple serveurs. Et chaque serveur, il a un certain nombre de tâches à exécuter. Voilà. Donc, si on travaille avec les agents mobiles, on va jouer il va jouer le rôle de équilibré entre les tâches entre serveurs. Supposons que nous avons un serveur ici, et nous avons un serveur ici, et nous avons un serveur ici. Voilà. Ce serveur, au début, c'était prévu de faire un certain nombre de tâches. Celui-là, il fait un certain nombre de tâches, et celui-là, il fait telle tâche, par exemple. Alors, au lieu d'avoir un serveur qui fait beaucoup de tâches, alors qu'un autre, il ne fait qu'une seule tâche, qu'est-ce que je fais? J'envoie une tâche sous forme d'agent mobile, je l'envoie ici, et il s'exécute à ce niveau, et donc, comme ça, on va répartir les tâches dans le réseau. Donc, on va, c'est-à-dire éliminer le problème de la surcharge de certains serveurs. Donc, on peut recourir aux agents mobiles pour ceci. C'est-à-dire, si on va faire un contrôle. S'il y a un problème de surcharge, on pense à envoyer tout le code avec son contexte à un autre serveur pour le décharger un petit peu. C'est ce qu'on appelle la répartition de charge.
déploiement de composants sur d'autres ordinateurs ou serveurs. Par exemple, installation dynamique de composants pour la spécialisation de serveurs. On va voir ceci dans un exemple dans la suite. Donc ça, c'est les motivations essentielles de l'utilisation des agents mobiles. Voilà. Alors, si on revient vers la réduction de la bande passante, on l'a expliqué celle-là. Donc, nous avons dit que si on travaille avec la solution classique, traditionnelle de connexion dans un réseau, et quand je dis réseau, pas forcément le réseau Internet, hein, on peut avoir des réseaux dans le monde, il y a des réseaux qui ne passent pas par Internet, hein, que ce soit par exemple les réseaux, je ne sais pas, le réseau, tout ce qui est militaire, etc., ça peut être un réseau à part, ce n'est pas un réseau Internet, hein. Donc, ces réseaux-là, il y a l'architecture client-serveur qui permet de faire la connexion, etc., de réaliser la connexion, de faire des traitements. Donc, ça, c'est la connexion traditionnelle. Maintenant, pour les agents mobiles, c'est que j'envoie mon agent vers le serveur, il va faire le travail en local. Donc, on voit bien qu'il y a une réduction de la bande passante. Au lieu d'avoir tout ceci dans le réseau, on va avoir un seul envoi. Après, tout le travail va se faire en local, donc il n'y a plus occupation du réseau. Et après, une fois qu'on fait le traitement, on revient. Donc ça, on l'a expliqué. On a expliqué ce point-là, c'est qu'au le moment de l'exécution, je peux envoyer mon agent. Et même s'il y a des connexions, ce n'est pas un problème pour moi parce que l'agent, il est en train de faire le traitement voulu. Et une fois que la connexion est rétablie, je reviens et l'agent revient et il revient avec ses données. Donc ça, on l'a expliqué. La réduction du temps d'exécution, bien sûr, le fait d'envoyer notre agent donc nous avons un agent, donc le fait d'envoyer notre agent vers des données, vers des serveurs comme ça, pour faire les traitements, pour lire des données, etc., pour faire des recherches de données dans des datasets, par exemple, dans ce cas-là, on va gagner en temps. Il y aura une réduction importante du temps d'exécution. Donc, ça découle des motivations, des premières motivations, le gain de temps. Donc, on aura, au lieu d'avoir des connexions, des envois, plusieurs envois, on n'aura qu'un seul envoi au début et un seul envoi à la fin. Donc, il y a une réduction du temps d'exécution, bien sûr. Et puisque l'exécution va se faire en local, donc il y aura un gain de temps. Ce n'est pas quand on fait l'exécution à distance. Pour chaque instruction, pour chaque étape, pour chaque tâche, je vais faire l'accès, je reviens, l'accès, etc. Ça va prendre beaucoup plus de temps que si j'envoie mon agent vers le serveur. Il fait son traitement en local, donc il y a un gain de temps parce que c'est en local. Et après, il revient. Donc, au lieu d'avoir plusieurs allers-retours, 2 allées. Donc, il y aura 2 allées, un aller et un retour. Et donc, il y aura moins de temps. On gagne beaucoup de temps que si on le fait en client-serveur. Réduction du temps de la durée de latence, c'est quoi? C'est le fait que comment ça va commencer? Nous avons dit que la réduction du temps de latence, c'est le fait d'avoir un temps de réponse minimisé, c'est-à-dire réduire le temps de réponse. Latence pour dire le temps de réponse entre la requête. Maintenant, pour avoir ceci, comment réduire le temps de latence? C'est que nous avons, par exemple, notre client, par exemple, c'est-à-dire l'agent, le serveur hôte de notre agent, il va tout d'abord observer quand il va faire des requêtes, au niveau d'un réseau, il va observer les temps de réponse. Il va observer les temps. Et il va voir, remarquer que finalement, le passage, par exemple, par un certain nœud, la réponse, elle est tout le temps rapide, elle est réduite. Donc, après observation, bien sûr, ici, hein, au lieu d'utiliser les autres nœuds, par exemple, les autres nœuds qui donnent des temps de réponse longs, des temps de réponse importants, alors il va utiliser un nœud, il va envoyer la tâche vers un nœud
qu'il a observé avant, et il a trouvé que ce nœud-là, il est plus rapide dans les traitements. Donc, il va envoyer le travail vers un nœud qui va faire le traitement et il lui donne la réponse par la suite. Donc, c'est un processus d'observation. Premièrement, il observe, notre agent observe, ou bien le serveur, pas forcément l'agent, c'est-à-dire le serveur, l'application hôte de notre agent. Elle va observer le réseau après un certain nombre de requêtes et elle va voir quels sont les nœuds qui donnent des temps de réponse réduits. Si elle voit qu'il y a des nœuds qui donnent des réponses, elle envoie des agents mobiles vers ces nœuds-là pour faire le traitement et donc on gagne en temps de réponse. Donc, réduction de la durée de la latence, c'est la réduction du temps de réponse parce qu'il y a eu une observation, première étape, observation du réseau, quels sont les nœuds qui répondent le mieux, et une fois qu'on a trouvé ce nœud, on lui envoie les tâches et c'est au nœud de faire le travail parce qu'il est plus rapide et il nous envoie la réponse. C'est clair pour ce point? Jusque-là. Jusque-là. Ouais. Alors, la même chose, bon, ça je l'ai expliqué, la réduction de la charge, j'ai dit que nous avons la machine A, elle a par exemple quatre tâches à faire, la machine B, elle a 2 tâches à faire. Donc, si on voit qu'à un moment donné, les serveurs, il y a un serveur qui est plus surchargé par rapport à d'autres, alors on envoie un agent, c'est-à-dire des tâches sous forme d'agent vers d'autres serveurs pour, c'est-à-dire décharger celui-là et avoir un équilibre en quelque sorte entre les serveurs. C'est l'une des. Bien sûr, ici, les agents mobiles, c'est surtout pour les applications dans les réseaux et pas forcément Internet. Je dis bien, c'est-à-dire pas forcément Internet. Ça peut être des réseaux, surtout les réseaux, je ne sais pas, pas les réseaux grand public, mais les réseaux spécialisés, etc. Donc, ces réseaux-là, on peut faire ce travail-là et réduire la charge des réseaux, des serveurs. La spécialisation, nous avons dit que parmi les motivations les plus importantes des agents mobiles, c'est la spécialisation. Alors, la spécialisation, ça veut dire quoi? Veut dire tout simplement, nous avons un service générique ici, nous avons un serveur ici, et nous avons une machine cliente ici. Alors, nous en envoie, et bien sûr, le serveur ici, c'est un serveur qui rend des services génériques, c'est-à-dire il n'est pas spécialisé. Il rend un service, par exemple, il a une certaine tâche, on lui fait une requête, il nous donne le résultat, c'est tout. C'est-à-dire il ne s'adapte pas aux requêtes des clients. Alors, l'utilisation des agents mobiles c'est comme si on a rendu ce serveur spécialisé. C'est comme si on l'a rendu spécialisé. Pourquoi? Parce qu'on envoie un agent, il va faire un traitement particulier sur ce serveur et il nous renvoie le résultat. Bien sûr, il y a un renvoi de résultat. Alors, par exemple, on va voir ceci à travers 3 exemples. Nous avons la notification, nous avons la redirection et nous avons la compression de données. Ce sont 3 exemples de spécialisation de serveur. C'est-à-dire que le serveur lui-même, si on le prend seul, c'est un serveur simple qui rend un service générique, un service simple. Mais si on lui envoie un agent, c'est comme si le serveur devient spécialisé. Alors, pour la notification, l'exemple de la notification, nous avons notre agent, notre poste client. Nous avons notre poste client. Alors, il envoie son agent, bien sûr, au niveau d'un serveur donné. Et cet agent, il va faire le traitement, par exemple, il va faire des surveillances. Il va faire une surveillance, une veille au niveau du serveur. S'il trouve un événement important pour lequel l'agent il a été programmé pour certains événements, alors s'il trouve qu'il y a un événement qui l'intéresse, l'agent,
il va faire envoyer une notification au client. Donc, c'est en quelque sorte un agent de veille informationnelle. C'est-à-dire, il va veiller le serveur s'il y a quelque chose qui se passe et qui l'intéresse. Hein, donc, il va pas envoyer tout ce qu'il voit au niveau du serveur. Non, ce qui l'intéresse. Je ne sais pas. Par exemple, on envoie un agent au niveau d'un serveur d'une bourse, par exemple, d'une bourse. Et notre agent, on l'a programmé pour nous ramener les prix des actions de certaines actions, certaines sociétés. On ne s'intéresse pas, par exemple, au secteur de, par exemple, de l'hydraulique, des hydrocarbures. On s'intéresse beaucoup plus à un secteur bien particulier. Donc, on va voir les actions de ce secteur particulier. S'il y a un événement important déclencheur, alors il envoie, par exemple, une baisse des prix. Attendez, apparemment, il y a une demande. Attendez, voilà. Je reviens. Voilà. Voilà. Nous avons dit qu'il va faire une veille. Et s'il voit quelque chose qui l'intéresse, pour lequel il a été programmé, il va envoyer une notification au client. Voilà. Donc ça, et comme ça, c'est comme si on a rendu ce serveur spécialisé dans la notification. Vous voyez cette notion de spécialisation? Vous la voyez? On va voir le deuxième exemple. La redirection de requête. Redirection de requête, supposons que nous avons aussi un poste client, un poste client. Il va envoyer son agent vers le serveur 1. L'agent va faire un traitement et il va être redirigé vers le serveur B pour faire un autre traitement. Une fois qu'il fait le traitement, il revient. Donc, on n'a pas à faire ceci. C'est-à-dire, on n'a pas à faire envoyer l'agent ici. Il nous ramène ce qu'on a, il revient. Après, une fois qu'il ramène, on l'envoie au serveur 2 et il nous ramène l'information et il revient. Non, on peut faire de la redirection. C'est-à-dire, finalement, ce serveur-là, il redirige l'agent vers un serveur, un deuxième serveur pour amener une information, par exemple. Donc, envoyer notre agent vers un serveur. Une fois qu'il fait son traitement, il a ramené un certain type d'information. Il va aller vers un autre serveur pour ramener un autre type d'information. Une fois qu'il ramène toute l'information, il revient. Donc ici, on est en train de faire de la redirection de requête. La requête, elle est redirigée d'un serveur vers un autre. Un troisième exemple pour ceci, c'est la compression. C'est-à-dire ici, nous avons toujours une application client, un serveur client, c'est-à-dire plutôt un poste client. Il va envoyer son agent. Il va dans un serveur, agent avec code de compression. Il va ramener des informations. Il va les compresser selon un algorithme de compression bien spécialisé, bien spécifique à l'application cliente. Et il revient avec le document compressé. Il le compresse avec l'algorithme envoyé par l'application client. Donc, quel est l'intérêt? C'est que, il envoie, il veut que les données les données qu'il va lire dans le serveur ici, doivent être compressées avec un type particulier de compression. Donc, c'est comme si on a envoyé notre code pour rechercher de l'information. C'est comme si ce serveur est devenu, c'est-à-dire il a la caractéristique de compresser. C'est comme si c'est ce serveur qui a compressé les données et les a envoyées. Alors que c'est l'agent qui a pris avec lui le code de compression et il est revenu. Maintenant, si nous avons d'autres applications clients, c'est possible qu'elles envoient leur requête avec un code de compression différent, pas forcément celui-là. Donc ça, c'est spécifique à cette application cliente. Donc ça, c'est comme si on a rendu
le serveur avec une capacité ou bien une fonctionnalité de compression. C'est comme si c'est le serveur qui a compressé. Est-ce que vous avez compris cette spécialisation de serveur? C'est comme si c'est le serveur qui, alors que normalement, sans l'agent client, sans l'agent mobile, ce serveur, il ne fait que des services génériques, c'est-à-dire très simples. Il a un service générique, il le fait, mais si je lui envoie quelque chose de spécifique, il le fait et c'est comme si c'est lui qui l'a fait. C'est comme si c'est le serveur qui l'a fait. Mais c'est l'agent finalement qui a fait cette spécialisation au serveur. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui? Non, l'agent. L'objectif de cet agent-là, l'agent, il va ramener de l'information. C'est ça l'objectif. C'est qu'il va ramener de l'information quelque part. Et si on recourt à la compression, ça veut dire que ce sont des données volumineuses. Hein? Donc, il va ramener ces données, mais en allant vers les données, et c'est le serveur, celui-là où on va trouver nos données, c'est-à-dire des datasets, par exemple, etc. Alors, quand on envoie la requête, on l'envoie avec le programme de compression. Avec le programme. Donc, notre agent, il a d'un côté, il a son code de recherche, parce qu'il va faire une lecture, c'est une recherche, lecture, etc. Et le code de compression. Donc, l'objectif de l'agent, c'est de ramener de l'information. Ce n'est pas de compresser. L'objectif, c'est d'aller vers un serveur, de ramener des informations. Mais puisque ce sont des données volumineuses, je lui envoie aussi le code de compression. Pourquoi? Parce que ce serveur-là, il offre, les gens qui l'ont mis à disposition, il offre des services génériques. Ça veut dire qu'il ne fait pas de compression, il ne fait rien. Il a des données, on accède aux données et on revient. Vous avez compris? Et on trouve on trouve ce type de serveur. C'est-à-dire un serveur, on accède au serveur, on ramène des informations et c'est tout. C'est tout ce qu'il peut nous donner. C'est-à-dire il nous donne certains accès pour lire des informations et on revient. Maintenant, si on ne veut pas perdre nos données, alors on peut envoyer, par exemple, ou bien gagner en temps aussi, entre la requête et le retour, je fais une solution agent mobile où j'envoie ma requête avec un code de compression. Attendez. Voilà. Ah, je crois qu'il y avait une demande. Ah oui. Voilà. Avec le code de compression, je compresse et j'aurai mes données, j'aurai à la fin, je serai assuré que j'aurai des données. Il n'y aura pas de problème déjà de temps, parce que si les données sont très volumineuses, il y aura un problème de lecture, hein, de téléchargement, etc., par exemple. Mais si j'envoie le code de compression, je fais de la compression au niveau du serveur et je ramène les données compressées. Je gagne en temps. C'est clair? Voilà. Bon, on a expliqué pour l'agent de. Alors, pour l'agent de notificateur, est-ce que c'est un agent apprenant, par exemple? L'agent notificateur. Est-ce que c'est un agent apprenant? Est-ce qu'on aura besoin d'un agent apprenant pour la notification? C'est-à-dire, c'est un agent de veille, hein? C'est-à-dire, il veille au niveau d'un serveur donné. Une fois qu'il trouve certains événements, il envoie une notification pour l'application cliente. Est-ce que c'est un agent apprenant, par exemple? J'ai dit que l'agent notificateur. Je suis revenu vers le premier exemple, ici. Le premier exemple. L'exemple de notification. Attendez, je vais effacer tout ça. C'est pas possible. Attendez. Ignorer. Oui? Non, ça c'est des exemples connus.
C'est des exemples connus, typiques, mais on peut faire tout ce qu'on veut, c'est de la programmation. Je peux faire n'importe quoi, c'est-à-dire que, tout dépend de l'application. Mais c'est des applications typiques aux agents mobiles, c'est-à-dire on voit bien l'intérêt de cette mobilité, on voit bien. Mais ça reste ouvert, hein. C'est-à-dire c'est un domaine qui est ouvert, on peut faire n'importe quoi. Hein. On peut aller on peut aller et ne pas revenir, hein. C'est-à-dire aller faire des dégâts au niveau du serveur et ne pas revenir. Oui ou non? On peut le faire. Voilà. Donc, on peut imaginer tout type d'application. Tout type d'application, mais en mobilité dans un réseau. Comme on peut faire de l'espionnage, etc. On peut faire donc soit compression, soit cryptage. Hein. Même cryptage ici, par exemple. Je peux crypter les données, c'est-à-dire lire quelque chose, après crypter pour revenir. Crypter, donc pas forcément compression. Compression quand c'est des données volumineuses, mais quand c'est des données, par exemple, sensibles, etc. C'est des données qu'il faudrait protéger. Dans ce cas-là, on fait le cryptage, c'est-à-dire j'envoie ma requête avec le code de cryptage. Par exemple, je crypte les données et après je reviens. Comme ça, je suis sûr que les données ne seront pas lues ou interceptées par un autre poste, par exemple. Voilà. Donc, je reviens vers le type de l'agent notificateur. Alors, pour l'agent notificateur, donc, s'il ne fait que de la veille en attendant certains événements bien spécifiques, dans ce cas-là, ça devient un agent. Comment? Quel est le type de cet agent? S'il ne fait que de la veille, il est en train de surveiller certains événements. Si ces événements arrivent, il envoie une notification. Il est en train de voir les prix. Si les prix atteignent une certaine valeur, il envoie une notification. Dans ce cas-là, c'est un agent qui est comment? Son type. C'est quoi le type de cet agent? C'est un agent de veille qui veille, qu'il est en train de voir au niveau d'un serveur, par exemple, d'une bourse, et il va voir si les prix des actions, de certaines actions, atteignent un prix particulier, c'est-à-dire une certaine limite, il envoie une notification que le prix de telle action, il est à telle valeur, inférieur à telle valeur. Ça devient un agent? Oui, réactif, simple réflexe. Ça devient un agent simple. Il attend des événements. C'est stimulus-action. C'est-à-dire, s'il voit un événement, il envoie une notification, la réponse. Donc, il attend un événement, bien sûr un événement ou bien une information. Je ne vois pas le curseur. Ah, il est où le curseur? Je le vois. Ah, ok. Il attend une information ou bien un événement et après, il prévient l'usager ou déclenche une action. Il fait quelque chose. Donc, tout dépend, ça reste vaste, ça reste ouvert, ce type d'application. Alors, ça peut être recherche d'emploi dans des journaux. C'est-à-dire, c'est un agent. Supposons que le client, c'est un site, par exemple, d'offres d'emploi, de demande et d'offres d'emploi, par exemple. N'importe quel site de demande et d'offres d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? En prenant l'exemple, par exemple, le site Watkins, par exemple. Hein? C'est un site où nous avons une partie demande et d'offres d'emploi. Alors, ce site, il peut, par exemple, faire des partenariats avec des entreprises, comme ça, des entreprises, et il le fait en ligne, par exemple, il le fait directement. C'est-à-dire, il y a des entreprises, voilà, et dans ces entreprises, il y a des données par exemple, nouvelles offres d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'agent, par exemple, ce site-là, le site de l'application Appelante, il va envoyer des agents mobiles aux différents serveurs des différentes entreprises, par exemple. Et une fois qu'il y a des offres d'emploi, il envoie des notifications ou bien des informations, notifications ou bien informations. Donc, il déclenche une action. L'action, c'est par exemple envoyer le résultat de. Donc, c'est un agent qui est en train de veiller, regarder, surveiller. S'il y a quelque chose, s'il y a une information, s'il y a quelque chose,
il envoie directement vers l'application appelante. C'est-à-dire l'application hôte, c'est-à-dire l'application qui a envoyé l'agent. Donc, ça peut être pour la recherche d'emploi, dans des grands journaux, etc. Ça peut être aussi, comme je vous ai expliqué, la gestion d'un portefeuille d'actions, c'est-à-dire voir au niveau de la bourse les prix, etc., et envoyer les notifications quand il est intéressant d'acheter. Par exemple, si les prix atteignent une certaine valeur basse, par exemple, il est intéressant d'acheter, et donc il lui envoie une notification. C'est un exemple d'application, mais ça reste ouvert comme type d'application qu'on peut utiliser pour la notification. En revenant vers la redirection, on prend l'exemple, par exemple, supposons qu'on est, par exemple, dans le cas d'un serveur, de deux serveurs. Nous avons un serveur géré par exemple, premier serveur 1, géré par un office de tourisme, l'office de tourisme, n'importe, une agence de tourisme, peu importe, un office de tourisme, et un autre serveur géré par une compagnie téléphonique, par exemple, Algérie Télécom, par exemple. Alors, chaque serveur, il a des services génériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serveur-là, on lui envoie, par exemple, une requête, voilà, comme ça, on lui envoie une requête. Par exemple, la requête, on lui donne nom de la ville, il nous donne la liste des hôtels. C'est tout ce qu'il fait, ce serveur-là. C'est un serveur qui est géré, nous avons dit, par l'agence de tourisme. Donc, elle n'a que les villes, c'est-à-dire sa base de données, au niveau de ce serveur, la base de données, elle contient la ville et les listes des hôtels de chaque ville. C'est clair pour le premier serveur? Oui? J'ai dit que nous avons deux serveurs. Un serveur, il est au niveau de l'office de tourisme. C'est un organisme à part, l'office de tourisme algérien, par exemple. Il a un serveur. Ce serveur-là, il n'offre qu'un seul service générique. C'est quoi ce service générique? C'est le fait de lui donner, c'est-à-dire le serveur, voilà, le serveur 1, je parle du serveur 1. Voilà, il a une interface. Je saisis le nom de la ville, je fais rechercher, le bouton rechercher, ici donc c'est un bouton comme ça, rechercher, et il va m'afficher tous les hôtels, je veux dire, tous les hôtels de la ville que j'ai saisie ici. Par exemple, je saisis la ville, je ne sais pas, la ville d'Alger, par exemple, Alger, il va m'afficher, je fais rechercher, il va m'afficher tous les hôtels de la ville d'Alger. C'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait, voilà. Nous avons un serveur qui a, ça, on appelle ça un service générique. C'est-à-dire que c'est un service simple, pour n'importe quelle entreprise, elle peut accéder à ce service et accéder à c'est-à-dire envoyer la ville et avoir la liste des hôtels de cette ville. C'est tout ce qu'il offre. C'est tout ce qu'il a comme interface. Il n'a pas d'autre interface et il n'a pas d'autres données derrière. Il n'a pas d'autres données. Il n'a que les villes et les hôtels. Et les hôtels de cette ville. C'est clair? L'office de tourisme. C'est clair? Sa base de données ne contient que les villes et la liste des hôtels de la ville. Maintenant, une autre entreprise, vous suivez? Oui? C'est bon? Ok. Maintenant, nous avons une autre entreprise à part. C'est une autre entreprise, par exemple, Algérie Télécom. Alors, Algérie Télécom, elle a son serveur à elle. Et c'est ce qui se passe en Algérie d'ailleurs. Tous les serveurs des entreprises sont vraiment indépendants. Chaque entreprise elle a son système, ses données, etc., indépendants des autres entreprises. Alors, nous avons par exemple Algérie Télécom. Alors, Algérie Télécom, qu'est-ce qu'elle a comme information? Le serveur, je veux dire le serveur d'Algérie Télécom, on lui donne le nom de l'hôtel, il me renvoie le numéro de téléphone. C'est tout ce qu'il m'offre.
C'est clair? C'est tout ce qu'ils m'offrent, c'est-à-dire ils n'ont pas ouvert leur base de données au public, même aux autres entreprises. Ils n'ouvrent qu'un seul service générique qui est introduire le nom de l'hôtel, ils vous donnent la liste des téléphones, Algérie Télécom. C'est tout ce qu'ils peuvent vous donner. Il n'a pas d'autres informations au niveau de sa base. Même s'il a d'autres informations, il ne la donne pas. Ce n'est pas au public. C'est ce qu'il donne au public, c'est de saisir le nom de l'hôtel, il vous donne la liste des numéros de téléphone de cette ou bien le numéro de téléphone de cet hôtel. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc ici, si on fait une application client-serveur et en utilisant la connexion RPC, l'accès RPC, ça va être, on va garder la connexion, on va garder là, nous avons dit client-serveur classique, on garde la connexion entre le client et le serveur, le post-client et le post-serveur, jusqu'à ce que tout le travail soit fait. Alors ici, par exemple, entre celui-là et celui-là, on va envoyer le nom de la ville, il va m'envoyer le nom de la ville, il va m'envoyer la liste des hôtels. Le premier. Ensuite, je vais envoyer pour chaque ville, pour chaque hôtel plutôt, pour chaque hôtel, je vais envoyer son numéro, il va m'envoyer son numéro de téléphone. Ça, c'est le service du serveur B. Donc, en tout, on aura combien d'allers-retours RPC, de connexions RPC? On aura une seule connexion RPC pour le serveur A parce qu'on lui donne le nom, il nous donne la liste des hôtels. Par contre, pour le serveur B, on donne le nom de l'hôtel, il nous donne le numéro de l'hôtel. Donc, on sera obligé de lui donner, de faire une deuxième requête, donner le nom du deuxième hôtel, deuxième numéro de téléphone du deuxième hôtel. Ensuite, donner le nom du troisième, et ainsi de suite. C'est parce que le service au niveau de B, il est comme ça. Il est offert comme ça par cette entreprise. C'est clair? Voilà. Donc, si on compte le coût, si on calcule le coût de ces accès-là, on aura le coût de RPC-A, c'est-à-dire le coût de RPC pour la connexion au serveur A, un seul, puisqu'il y a une seule requête, aller-retour, plus N fois RPC-B. Vous êtes d'accord? Sachant que N, c'est le nombre d'hôtels dans la ville. Donc, c'est N fois RPC-B. C'est clair pour cette formule? Voilà. Maintenant, si on travaille avec la solution agent mobile, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer notre agent ici. Il va accéder au serveur. Il va ramener la liste des hôtels de la ville. Il va être redirigé vers le serveur B. Une fois dans le serveur B, il va faire un accès local Donc, c'est réduit, c'est rapide. Il n'y a pas de connexion RPC, etc. C'est réduit. Donc, il va faire un accès local pour les différents numéros, pour les différents hôtels. Pour chaque hôtel, il va ramener son numéro de téléphone, ainsi de suite. Mais tout ce travail va se faire en local. Ce n'est pas comme ici, c'était à distance avec des connexions RPC. Ici, c'est en local. Il va faire c'est-à-dire pour chaque hôtel, il va faire son numéro, il va ramener son numéro et il aura une seule liste qui contient l'hôtel avec son numéro de téléphone à côté et il va revenir avec la liste complète. Donc, vous voyez la différence? Le gain? Vous le voyez? Ça, c'est un exemple simple, mais on peut l'appliquer pour d'autres exemples plus complexes, et on trouvera que c'est utile. Le fait d'envoyer du code, faire du traitement dans un serveur et par la suite l'envoyer vers un autre serveur, continuer le traitement, etc. et revenir, c'est beaucoup plus bénéfique
est moins coûteux que d'utiliser la connexion client-serveur classique. Donc, il aura ici, si on va faire ceci, donc ça va être l'accès à A, ensuite l'accès à la liste des hôtels, plus le téléphone, donc c'est moins de travail. Pourquoi? Parce que c'est en local. Parce que le travail se fait en local. Même si le serveur n'offre, c'est-à-dire je saisis le nom de l'hôtel, il me donne le numéro de téléphone, je fais plusieurs fois cette requête, mais puisque c'est en local, le temps sera énormément réduit par rapport à la solution 1. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui? Alors, RPC de A, c'est-à-dire RPC, c'est le coût de la connexion RPC. Hein. RPC de A veut dire c'est le coût de la connexion vers A en utilisant ce type de connexion, la connexion RPC. On le fait une fois parce que ce service, ce premier hôtel, ce premier serveur, quand je lui donne le nom de la ville, il me donne toute la liste. Il n'y a pas de problème. Par contre, pour le deuxième nom, je lui donne un nom, il me donne un numéro de téléphone, le deuxième serveur. Il est fait comme ça. Voilà, donc le coup, oui. La deuxième formule, c'est l'accès à A. Il va revenir ici, c'est l'accès, donc il va faire ce départ. Le deuxième accès, il va faire ici, c'est pour avoir tout ce qui est hôtel, le traitement de l'hôtel, et plus tout ce qu'il ramène comme téléphone. Mais le gain ici, c'est que ici, ça se passe en local. C'est ça le gain. Mais sinon, il va faire toutes les requêtes. Hein. C'est-à-dire, il va mettre le nom de l'hôtel 1, il va avoir le résultat, le numéro de téléphone. Après, il va faire l'hôtel 2, le numéro de téléphone. Mais tout ceci se fait en local. Donc, il est énormément réduit par rapport à quand on a une connexion RPC distante. En local, ça veut dire dans le serveur. Ça se travaille, ça se fait. C'est comme par exemple, vous avez la RAM, et vous avez un disque dur externe. Est-ce que l'accès à la RAM, le temps d'accès à la RAM est la même chose que l'accès au disque externe? Ce n'est pas la même chose. La RAM, c'est vraiment interne. En plus, c'est une mémoire vive, donc c'est rapide. Alors que quand on accède à quelque chose d'externe, ça prend plus de temps. Bien que le disque externe, c'est toujours local. Hein. Mais ici, c'est distant, c'est vraiment distant. J'ai dit 3 compagnies. Ici, c'est une compagnie. Donc ici, c'est une compagnie, celle-là, la première, c'est-à-dire l'application Appelante, l'application qui a envoyé ça c'est une compagnie, ça c'est une autre compagnie, et ça c'est une autre compagnie. Elles sont distantes déjà, géographiquement, elles sont distantes. C'est clair? Voilà. Donc ça c'est un exemple d'application de la redirection de requêtes entre serveurs. Maintenant, pour la compression, je vous ai dit qu'on peut avoir la compression. On peut avoir la compression comme on peut avoir, par exemple, le cryptage. Hein. Ce n'est pas forcément la compression. Voilà, le cryptage, je l'ai mis ici. Le chiffrement. Le chiffrement des données, ça veut dire le cryptage, crypter les données. Et quand c'est des données vraiment sensibles, c'est-à-dire où il faudrait les protéger quand on fait... Alors, quel est le problème qui va se poser avec ce type d'agent? Quelle est la problématique qui va être posée en utilisant les agents mobiles? On a dépassé l'heure. Oui. Là, je regarde. Alors, on va faire cette question seulement et après on arrête. Alors, quel est le problème, d'après vous, qui sera posé avec les agents mobiles? Quel type de problème qui va se poser? C'est-à-dire, si je choisis de faire une
solution agent mobile. Bien sûr, il y a des plateformes pour développer des agents mobiles. Bon, il y a surtout Java. C'est-à-dire, au début, c'était Java. Java pour les applications, pour les agents, hein, que ce soit multi-agent, agent ou agent mobile, c'est Java. Maintenant, il y a des applications, il y a de nouvelles plateformes Python, mais ça reste, c'est-à-dire le développement, on peut développer nous-mêmes, c'est-à-dire utiliser des codes d'un côté, etc., et développer notre application avec différents bouts de code. Hein. C'est-à-dire, je peux faire mon agent cognitif avec une plateforme, un agent, peu importe. Hein. C'est-à-dire, pas forcément, je prends une seule plateforme et je fais le tout. On peut prendre différentes plateformes. Tout dépend de l'application qu'on veut développer. Alors ici, quel est le problème qui va se poser si on choisit de travailler avec les agents mobiles pour certaines applications et qu'on doit prendre en compte ce problème? Non, on a dit que il va résoudre le problème de temps. Déjà, le fait de ne pas avoir la connexion établie durant tout le process, durant toute la période du traitement, c'est bon. C'est-à-dire, j'envoie mon agent, et bien sûr, quand j'envoie mon agent, le code, etc., au début, c'est rapide. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas comme garder une connexion. Mais le problème qui sera posé avec ce type d'application, le premier problème qui va se poser, c'est bien le problème de la sécurité. Le problème de la sécurité. C'est-à-dire, j'envoie un code à un autre serveur et ce serveur va exécuter ce code à son niveau. Et il faudrait prendre en considération ce point et prendre en considération l'aspect sécurité. C'est possible qu'on m'envoie un code et j'ai donné la possibilité, j'ai donné l'autorisation, l'accès à une autre entreprise d'envoyer son code, mais il ne faut pas qu'elle m'envoie un code qui va me bousiller c'est-à-dire il va faire des dégâts au niveau des données du serveur. Hein. Donc il faudrait quand on autorise, surtout je parle des serveurs qui autorisent l'accès, c'est-à-dire autorisent qu'il soit hôte d'agents mobiles, qu'il accepte les agents mobiles. Si on fait ceci, il faudrait prendre en considération la sécurité, le problème de la sécurité en considération, c'est-à-dire que prévoir s'il n'y a pas c'est-à-dire de code d'agents malveillants, voilà, c'est des agents qu'on envoie pour faire des dégâts au niveau ou faire des espions, c'est-à-dire par exemple, il a le droit de lire certaines données, mais il n'a pas le droit de lire d'autres données. Il n'a pas le droit, donc il faudrait préparer les droits d'accès, pas mal c'est-à-dire de programmes liés à la sécurité des données pour utiliser ce type de solution. Voilà. Mais c'est le problème principal avec l'histoire des agents mobiles. Le problème de la sécurité des données et des droits d'accès. C'est clair pour ça? Voilà, donc on va arrêter à ce niveau. On va essayer de continuer, de terminer les agents mobiles, la prochaine séance, et commencer le chapitre suivant qui est les systèmes multi-agents. C'est clair? Ok. Oui? Oui, ça on a fait. Oui, je vous l'envoie, oui. Mais pour l'exercice, le dernier, vous le faites et vous me l'envoyez, hein? Parce que c'est un exercice où on voit, il est plus lent. C'est-à-dire, il est plus lent pour les étapes, etc. Ça va, vous allez vous exercer vous-même sur un exemple plus. Hein. Ça a été un exercice d'un examen, je ne me rappelle plus. C'était un examen ou bien une interro, je ne me rappelle plus. Mais faites-le et vous m'envoyez vos solutions. C'est bon? Ok, ok. Au revoir alors. Aïdkoum Moubarak. Apparemment, c'est demain. Je ne sais pas, demain ou après-demain. Ah, c'est vrai.